Pourquoi la division immobilière est la plus puissante des stratégies d'investissement locatif? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello à toi mon très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de division immobilière. Je vais te donner toutes les étapes que tu dois suivre pour effectuer une division immobilière dans les règles de l'art. Avant ça, et comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Tu sais aussi que je te réponds personnellement à chaque commentaire, donc n'hésite pas à poser la moindre question. Je reviendrai sur le sujet avec grand plaisir. Et avant toute chose, je voudrais te dire que le contenu de cette vidéo va être assez technique. Donc si tu veux rien oublier, tu peux directement télécharger en description de cette vidéo des e-books qui vont te résumer, qui vont te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour faire de bons investissements immobiliers. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Alors pourquoi la division immobilière est la plus puissante des stratégies d'investissement locatif? La raison elle est assez simple. On va acheter des grandes surfaces. Du coup, on va payer moins cher au mètre carré. On va diviser, donc du coup créer des lots. Et tu sais, les petites surfaces au mètre carré, ça se revendra beaucoup plus cher. C'est mathématique. On achète beaucoup de mètres carrés, on revend du coup à l'unité beaucoup plus cher. Même sans être marchand de biens, ça reste très intéressant, premièrement. Deuxièmement, on va pouvoir faire beaucoup d'économies d'échelle sur les cuisines, sur les salles de bain, du coup sur les travaux. C'est l'artisan qui va se battre pour venir chez toi et te donner le meilleur devis. Enfin, la fiscalité va être maîtrisée de A à Z et nous permettra d'avoir une super optimisation des impôts dans les moindres détails sur la plus longue période que ce soit. On va aussi pouvoir faire de fortes économies à la gestion parce qu'on va pouvoir automatiser le bien beaucoup plus facilement que si on se trouve dans un simple appartement en copropriété. Donc on n'aura pas de charge de copropriété et on va pouvoir pousser l'automatisation dans les moindres détails. Pour toutes ces raisons, la division immobilière est la plus puissante des stratégies d'investissement locatif, sans oublier que tu peux la coupler avec d'autres modes de location tels que la colocation ou la location courte durée. Maintenant, les questions que tu peux te poser, c'est comment est-ce que tu peux faire une division immobilière? Je vais te donner les 10 étapes que tu dois absolument respecter à la lettre. Et comme je te l'ai dit en introduction, tu peux les retrouver en description de cette vidéo et télécharger des PDF qui vont résumer les actions que tu dois mettre en place pour faire de bons investissements. Alors la première de ces étapes, ça va être de trouver un bien immobilier avec beaucoup de surface, sans copropriété. Ok, donc dans les appartements, on peut faire de la division, mais ça sous-entend qu'il faut passer par le syndic. Voilà, c'est vraiment des démarches qu'on n'a pas envie de mettre en place, qui sont longues, dont on ne maîtrise pas le résultat en fait, parce que c'est soumis à un vote. Voilà, donc typiquement, moi ça je ne fais pas, je ne le recommande pas. Par contre, trouver des grandes surfaces qu'on va pouvoir du coup diviser, donc on parle de 100 mètres carrés au minimum dans des immeubles dans lesquels on va repasser derrière, rediviser ou simplement des maisons, ça c'est totalement faisable. Trouver des grandes surfaces, premièrement. Deuxième étape, cette grande surface, ce bien immobilier doit être idéalement agencé. C'est-à-dire que pas toutes les grandes surfaces, pas tous les biens immobiliers seront divisibles. Pour cela, il faut que l'escalier soit bien positionné, qu'il y ait des fenêtres dans chacune des pièces. Pourquoi? Parce qu'on veut s'éviter certaines démarches administratives telles que la dépose de permis de construire pour la création d'ouverture qui va rallonger fortement les délais. En tant qu'investisseur immobilier, le but du jeu, c'est de faire rentrer du cash le plus rapidement possible, soit à la revente, soit à la location. Donc, tout ce qui va être assujetti à des démarches compliquées telles que les permis de construire, on évite. La troisième étape, ça va être donc de viser des biens nécessitant une simple demande préalable de travaux. Parce que selon la situation, ça peut être un permis de construire ou une DP, demande préalable de travaux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est des biens dont on va traiter un seul changement. Si tu cumules plusieurs changements, alors tu vas tomber dans la catégorie des permis de construire. Et donc du coup, délai, contrepartie, etc. Ça nous intéresse beaucoup moins. Par contre, les DP, c'est peut-être un changement de destination
ou un changement d'usage. Si tu ne connais pas la différence, ok, je t'invite à regarder vraiment les descriptions. Il peut aussi avoir une modification de façade. Ça, c'est ok. Mais on ne peut pas cumuler la modification de façade avec le changement de destination. Sinon, effectivement, on cumule les conditions, on se retrouve dans les conditions de permis de construire. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre des immeubles avec des locaux commerciaux et on fait simplement un changement de destination parce qu'on va changer du coup la destination du bien. On va passer d'un local commercial à une habitation et c'est ok, on peut le faire sur une simple DP. Mais on ne pourra pas changer la façade. Donc, il faut trouver des locaux commerciaux avec des façades appropriées. Ou alors, il faut changer simplement l'usage. L'usage, c'est-à-dire que ce n'était pas un local commercial, mais potentiellement un simple garage. Si c'était un simple garage annexé à une habitation et qu'on veut transformer la porte d'entrée, alors ça passera sous le cadre d'une DP. Donc, pour résumer, jusqu'à maintenant, on a dit qu'il nous fallait beaucoup de surface avec un bien facilement divisible qui rentre dans le cadre d'une demande préalable de travaux. 3 étapes. Une fois que vous avez trouvé le bien correspondant à ce type de caractéristiques, la 4e étape, ça va être d'étudier le PLU, le plan local d'urbanisme de la ville. Et là, pareil, il va y avoir des contraintes à lever. Parce qu'effectivement, si le PLU vous oblige à avoir des places de parking, parce que dans certains cas, lorsqu'on crée des logements, parce que c'est ça la division, c'est au final créer des logements neufs, même si on va les rénover, on va rajouter des logements sur les déclarations foncières, aux impôts, dans les divers organismes. Au final, on crée des logements. Donc, dans certaines villes, le plan local d'urbanisme demande la contrepartie de créer des places de parking pour que, évidemment, chaque locataire ou chaque propriétaire puisse se garer. Et là, ça se complique. Selon les cas, il peut avoir pour chaque logement une voire 2 places de parking par chambre. Donc, évidemment, si on n'a pas un terrain approprié, c'est-à-dire un petit jardin, ça va devenir très compliqué. 2 solutions. Soit on cible des villes où il n'y a pas de contrainte de place de parking, soit on cible des biens avec un petit jardin accessible par la rue de façon à pouvoir aménager les places de parking pour les logements créés. Il faut aussi vérifier le PLU sur les autres contraintes. Par exemple, la création d'espaces verts, la création d'abris à vélo, pour chaque logement à partir du moment où ça va être de petits collectifs. Donc ça, c'est accessible en ligne. Vous pouvez regarder sur le site de la mairie de la ville dans laquelle vous investissez et trouver les contraintes d'urbanisme. S'il n'y a pas de PLU, alors c'est plutôt bon signe pour nous. On va plutôt se faire référence au service urbanisme, à une carte communale, à une communauté des communes sur laquelle il y aura des règles d'urbanisme qui seront certainement beaucoup moins poussées que celles mises à jour dans un plan local d'urbanisme. L'étape suivante, ça va être de vérifier si le bien en question ne se trouve pas dans un secteur protégé ou dans un secteur sauvegardé, c'est-à-dire dans un secteur soumis à l'aval des architectes bâtiments de France. Parce que si c'est le cas, là aussi, ça va rajouter encore des problématiques. Par exemple, dans le cas de notre DP, qui prend simplement 1 mois de durée de traitement pour avoir la réponse, si on se trouve dans un secteur soumis aux architectes bâtiments de France, le délai va être allongé d'1 mois. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les autorisations avant 2 mois. Tout ça, on peut se protéger dans le compromis en le mettant en clause suspensive, du fait que si on n'a pas les autorisations adéquates, on peut sortir. Mais effectivement, si on est dans un secteur soumis aux ABF, ça va être des contraintes supplémentaires parce que cette personne va aussi devoir donner l'autorisation pour créer les logements. Et donc, cette personne a pour but principal de veiller à la sauvegarde du patrimoine local. Et ça peut vouloir dire qu'il ne va pas forcément apprécier la création de nouveaux logements. Premièrement, ça veut aussi dire qu'il va avoir certaines règles à respecter qui vont au final venir augmenter le coût de vos travaux. Par exemple, respecter certains types de fenêtres ou même à l'intérieur du bien, s'il y a des moulures, s'il y a un escalier, peut-être qu'il ne va pas falloir le rénover, le changer, il faudra simplement le rénover d'une certaine manière, on va dire, pour que ça corresponde au type de qualité qui était fait auparavant. Les moulures, on ne pourra pas les cacher, on ne pourra pas les doubler. Tout ça, il faut le vérifier. Et donc du coup, autant que possible, on va viser non seulement une DP, mais surtout un bien qui n'est pas soumis au droit de regard des architectes bâtiments de France. La dernière étape administrative de ce process va être de parler à la mairie ou, sinon pas de personnes dédiées à l'urbanisme, de parler au service d'urbanisme, en fait de la communauté des communes qui va reprendre ce dossier-là. Donc, il faut s'adresser au service de l'urbanisme
pour avoir leur aval à eux aussi. Et ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent les concessionnaires. Les concessionnaires, c'est quoi? Simplement le service des eaux, le service télécom et le service des électricités. Donc Enedis au plan national, dans chaque ville, ensuite, il va y avoir différents fournisseurs d'eau et Orange, ça reste le fournisseur France Télécom pour tout ce qui va être téléphone, ligne Internet. Il n'y a aucun souci pour le fournisseur d'eau pour Orange. Par contre, Enedis va demander l'accord de la mairie dans bien souvent des cas. Donc, il est obligatoire de là aussi tenir la mairie informée. Et selon les cas, si vous ne respectez pas le PLU, évidemment, ça sera impossible d'avoir une division officielle. Donc, selon les cas, même si vous respectez le PLU, la mairie peut refuser l'approbation d'un dossier et vous êtes obligé de la consulter pour avoir l'autorisation de rajouter un compteur électrique. Il va falloir un compteur électrique par chaque appartement que vous créez. Certaines mairies vont préférer que vous créez des petites surfaces. Pourquoi? Parce qu'ils ont un besoin en petite surface. D'autres vont préférer des T3, des T4. Ça aussi, c'est à consulter et c'est à négocier dans le but d'avoir votre autorisation. Une fois que vous avez respecté toutes ces étapes, il va falloir reprendre la démarche logique de tout investissement. C'est-à-dire maintenant faire intervenir des artisans. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas la peine qu'ils interviennent. Mais là, on a besoin de savoir exactement du coup combien ça va nous coûter. Parce qu'on a beau avoir fait des hypothèses et budgétiser peut-être 1 000 € du mètre carré pour faire de la division ou 25-30 000 € selon le type de surface et d'appartement que vous allez créer. Ok, mais à un moment donné, il faut savoir les cloisons, SAD, quel est le coût, la ferraille, ça augmente, pareil. Donc tout ça, il faut se mettre au goût du jour et donc avoir là aussi l'aval d'artisans qui techniquement vont nous dire oui, c'est possible de faire une division parce que il va falloir respecter certaines pentes pour les évacuations. Même si effectivement, quand on divise une maison, un immeuble, on a beaucoup plus de solutions techniques que lorsqu'on est en copropriété parce qu'on va pouvoir passer les canalisations sous les planchers, dans les plafonds, ouvrir des murs porteurs sans avoir des autorisations. Donc oui, il y aura plus d'opportunités, mais dans tous les cas, on est obligé de consulter des artisans professionnels pour avoir du coup l'aval sur votre idée de projet. Tout ça, c'est à faire avant même d'avoir signé le compromis. Évidemment, on n'aura pas les réponses, mais on pourra mettre en clause suspensive, du coup, l'obtention de ces autorisations-là. En parallèle des travaux, du coup, effectivement, il faut anticiper le lancement des DP, il faut anticiper le lancement auprès d'Enedis parce que ça prend énormément de temps. La dernière étape, une fois qu'on aura le retour des artisans, une fois qu'on aura le retour d'Enedis, parce qu'ils vont vous faire un devis eux aussi, ça sera de revoir votre business case, de revoir le plan de rentabilité au final par rapport au coût des travaux donnés. Et lorsque vous intégrerez du coup les divers coûts supplémentaires du projet, comme on l'a vu, la création des compteurs, potentiellement est-ce qu'il faut faire un enrobé à l'extérieur pour avoir des places de parking. Une fois que vous aurez tous ces chiffres, alors vous allez pouvoir mettre à jour votre étude de cas, votre plan de rentabilité et savoir si oui ou non ce projet est rentable. Entre-temps, vous avez signé un compromis avec certaines clauses suspensives qui vous permettront de sortir si jamais vous décidez de ne pas aller au bout. Ça, c'est toutes les étapes que vous devez respecter de A à Z pour mener à bien une division immobilière légalement. Du coup, je résume. Premièrement, on trouve un bien avec beaucoup de surface. Deuxièmement, on va vérifier l'agencement. Troisièmement, on va aller chercher un bien ne nécessitant pas de permis de construire et on va viser une demande préalable. Quatrièmement, on étudie le plan local d'urbanisme. Cinquièmement, on évite autant que possible les secteurs ABF. Sixièmement, du coup, on consulte la mairie pour avoir les autorisations avec les concessionnaires. Septièmement, on va aller chercher tous les devis et on va mettre à jour tous les coûts incluant les concessionnaires, les travaux, les frais administratifs assujettis du coup à cette division. Huitièmement, en parallèle de la signature du compromis, du coup, il faut faire toutes les démarches administratives qui prennent énormément de temps. Par exemple, lancer l'ADP. Bon, ce n'est pas ce qui prend le plus long parce qu'on a la réponse en un mois, mais Enedis, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut absolument le lancer, ne serait-ce que pour avoir du coup les devis. Neuvièmement, on revoit le business case pour s'assurer que tous les bons coûts sont en face de la rentabilité dégagée par ce projet. Et enfin, la dernière étape, la plus importante, ça va être de parler à ton notaire pour t'assurer que tout sera 100% carré sur le type de bien, l'usage des biens déclarés actuellement,
l'usage des futurs biens, de faire les bonnes déclarations aux impôts, contacter les bons organismes pour que du coup, tu te retrouves avec une véritable division officielle. Pour ça, il faudra avertir non seulement les impôts, mais aussi la mairie et les autres divers services administratifs de la ville. J'espère que cette vidéo t'a donné de la clarté sur les étapes pour arriver à diviser une maison individuelle en plusieurs appartements. Je te rappelle que tu retrouveras en description toute la méthode pour faire de bons investissements immobiliers. Je t'invite à les télécharger, à réfléchir à quelle stratégie est la plus adaptée pour toi en fonction de tes objectifs et tes résultats. À prendre le temps de conscientiser si tu es plus dans un appartement, un truc facile ou pas, ou si tu veux maximiser le résultat, aller créer un petit peu plus de complexité, mais pas prendre de risques et maximiser le retour sur ton investissement. Faire peut-être de la location longue durée, dupliquer avec de la courte durée, de la colocation en croisant les stratégies, c'est toi qui choisis. Le plus important, c'est que tu passes à l'action et que tu passes à l'action intelligemment pour pas que tu fasses d'erreurs. C'était Julien Malengo. Dis-moi en commentaire si tu as la moindre question. Je te répondrai avec grand plaisir. Ciao!